La douce lueur du tableau de bord jetait une ombre sur mon visage. Mais elle ne pouvait dissimuler les traces de larmes qui brillaient sur mes joues. Mes doigts, engourdis et tremblants, trituraient l'alliance en or à ma main gauche, la faisant tourner encore et encore. C'était une bague simple et élégante, celle que Romain avait glissée à mon doigt par une parfaite soirée d'été, me promettant une vie d'honnêteté et d'amour. Une vie entière. Ce mot sonnait maintenant comme une blague cruelle. À travers le pare-brise strié de pluie, les lumières de l'auberge du Saule pleureur se fondaient en une aquarelle brumeuse. Notre endroit. L'endroit où il m'avait demandé en mariage. Où nous avions célébré notre premier anniversaire. Où, il y a à peine 3 mois, nous avions trinqué au pétillant de pommes à la nouvelle de notre bébé. Ce soir, il était de nouveau là. Mais il n'était pas avec moi. Je l'avais suivi. Un sentiment nauséeux au fond de mon ventre avait supplanté toute pensée rationnelle. Toute tentative désespérée de croire à ses excuses de dîner tardif avec un client. Et j'avais trouvé ma preuve. Il était assis à notre table, celle près de la cheminée, penché vers une femme dont le rire résonnait avec une clarté insouciante que je ne lui avais pas entendue depuis des mois. Ses cheveux avaient la couleur du miel, et elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Il écarta une mèche rebelle de son visage. Son geste si doux, si intime, qu'il me coupa le souffle. Je voulais faire irruption. Je voulais crier jusqu'à en avoir la gorge à vif. Je voulais faire voler en éclats le petit monde douillet qu'il avait construit avec elle. Au beau milieu des ruines d'une autre. Mais je ne pouvais pas bouger. Mes mains étaient soudées au volant. Mon corps paralysé par une douleur si aiguë. Si absolue. Qu'elle semblait physique. Alors j'avais regardé. Caché dans l'obscurité. Jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Maintenant. Assise ici. Le moteur éteint. Le seul son était le battement frénétique de mon propre cœur brisé. Un sanglot s'échappa de mes lèvres. Rauque et déchiqueté. Ma main tomba sur mon ventre arrondi. Un geste protecteur. Instinctif. Une petite vibration à l'intérieur. Un léger coup de pied. Me rappela la vie qui dépendait de moi. Il ne s'agit plus seulement de moi. Murmurai-je dans le silence étouffant de la voiture. Il s'agit de toi. Et à cet instant, le chagrin dévorant commença à se transformer. Il se refroidit. Durcit. Et s'aiguisa en quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose de froid et de clair. La détermination. Romain avait fait son choix. Maintenant, c'était à mon tour de faire le mien. Cela semblait remonter à une éternité. Mais je me souvenais encore du moment exact où je l'avais rencontré. J'étais en 3e année de licence d'histoire de l'art à la Sorbonne. Traînée à contre-cœur à une soirée de collecte de fonds de l'université par ma colocataire. Je détestais ces événements, les conversations forcées. Le brassage maladroit. Je me cachais près du buffet des desserts, feignant d'être fasciné par une assiette de mini cheesecake. Quand une voix chaleureuse a percé le bruit. Si vous essayez de deviner lequel a le moins de calories, je peux vous dire tout de suite que c'est une cause perdue. J'ai levé les yeux et je l'ai vu. Romain. Il avait ce sourire facile qui plissait le coin de ses yeux. Et sa cravate était légèrement de travers. Ce que j'ai trouvé incroyablement charmant. Il n'était pas beau comme une star de cinéma. Mais il dégageait une confiance et une chaleur qui vous attiraient. J'ai ri. D'un rire sincère et spontané. J'ai abandonné ce combat il y a 1 heure. Maintenant, je rassemble juste le courage d'en prendre un 3e. Une femme selon mon cœur, dit-il en prenant une assiette. Je m'appelle Romain. Léa, dis-je en lui serrant la main. Sa poignée était ferme et chaude.
Nous avons passé le reste de la soirée à parler. Il était en 2e année de droit. Ambitieux et déterminé. Mais il en parlait avec une passion qui n'était pas arrogante. Il m'a interrogé sur mes rêves. Et je me suis surprise à lui raconter des choses que je partageais rarement, mon ambition secrète de devenir un jour commissaire d'exposition au Centre Pompidou. Ma fascination pour les histoires cachées dans les objets ordinaires. La plupart des gens ne voient qu'une vieille chaise. Expliquai-je, me sentant un peu complexée. Mais moi, je vois les mains qui l'ont construite. Les familles qui s'y sont assises. L'histoire qu'elle a absorbée. Tout a une histoire si on y regarde de près. Il n'a pas ri ni rejeté mon idée. Au lieu de cela, il s'est penché. Son regard intense et concentré. C'est incroyable. Léa. Tu vois le monde à un niveau différent de la plupart des gens. Il m'a donné le sentiment d'être vu. Dans une pièce pleine de monde, il m'a donné l'impression d'être la seule présente. Notre premier rendez-vous a eu lieu une semaine plus tard. Dans un petit café encombré du Marais. Avec des meubles dépareillés et les meilleurs cafés crème de Paris. Nous avons parlé pendant 3 heures. Et cela m'a semblé durer 10 minutes. Nous nous sommes découverts un amour commun pour les vieux films en noir et blanc. Un dégoût mutuel pour les olives. Et une obsession identique. Un peu intello. Pour les documentaires historiques. Il m'a raccompagné jusqu'à ma chambre d'étudiante. Et quand il m'a dit bonsoir, il n'a pas essayé de m'embrasser. Il a juste glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille et a dit « J'ai vraiment passé une bonne soirée ?» Léa. C'était simple. Respectueux. Et cela a fait chavirer mon cœur. Ces premiers temps furent un tourbillon de joie simple. Nous explorions la ville à pied. Passions des dimanches paresseux à lire côte à côte dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Et cuisinions des dîners expérimentaux et terribles dans la minuscule cuisine de son appartement. Il était mon plus grand soutien. Quand j'étais stressée par mon mémoire de fin d'études, il m'apportait du café et me faisait réviser avec des fiches. Quand j'ai obtenu mon premier stage dans une petite galerie locale, il a acheté une bouteille de champagne et m'a dit « Ce n'est que le début pour toi. » Je le sais. Avec lui, l'amour semblait facile. Sûr. 3 ans plus tard, il m'a demandé en mariage dans le jardin de mes parents en Normandie. Il avait passé toute la journée à suspendre des centaines de guirlandes lumineuses dans les branches du vieux chêne où je grimpais quand j'étais enfant. Ce soir-là, sous un dais d'or scintillant, il a posé un genou à terre. « Léa » avait-il dit. La voix chargée d'émotion. Ses mains tremblant légèrement en ouvrant une petite boîte en velours. Depuis le moment où je t'ai rencontré, mon monde est plus lumineux. Tu rends tout meilleur, simplement en existant. Je ne veux pas imaginer un seul jour de mon avenir sans toi. Veux-tu m'épouser ? Les larmes coulaient sur mon visage alors que j'acquiesçais. Incapable de parler. Oui. Ai-je finalement réussi à murmurer ? Bien sûr que oui. Nos familles, qui s'étaient cachées à l'intérieur, ont éclaté de joie alors qu'il glissait la plus belle et délicate bague de fiançailles à mon doigt. Nous avons dansé sous les lumières, pieds nus sur l'herbe fraîche, murmurant nos rêves d'avenir dans l'air chaud de la nuit. Une maison avec un grand jardin. 2 enfants. Peut-être 3. Un chien. Une vie construite sur les fondations inébranlables de notre amour. Ces souvenirs, autrefois mon plus grand réconfort, étaient maintenant comme des poignards. Chaque moment heureux, chaque tendre promesse, était une nouvelle vague de trahison. L'homme qui m'avait promis l'éternité était le même homme assis dans notre restaurant, avec une autre femme, brisant chacun de ses vœux. La vie dont nous avions rêvé sous ces guirlandes lumineuses était devenue un cauchemar. Et je commençais à peine à prendre conscience de toute l'étendue des dégâts.
Notre premier appartement se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble grinçant avec une plomberie douteuse et des murs fins comme du papier. Je l'adorais. C'était le nôtre. Je revois encore Romain me portant pour franchir le seuil, riant en me cognant accidentellement la tête contre le cadre de la porte. Eh bien, voilà pour une entrée en grande pompe, avait-il plaisanté en me reposant doucement. Nous avons passé cette première nuit sur un matelas pneumatique dans le salon, mangeant de la pizza directement dans la boîte parce que nous ne trouvions pas nos assiettes. Nous avons peint les murs d'un jaune joyeux, assemblé des meubles dépareillés dénichés chez des brocanteurs. Et lentement, pièce par pièce, nous avons transformé cet espace vide en un foyer. C'était petit, imparfait, mais rempli de rire et d'espoir. Notre vie commune a trouvé un rythme confortable. Il construisait sa carrière dans un prestigieux cabinet d'avocats parisien, travaillant de longues heures mais rentrant toujours à la maison pour moi. Je travaillais dans une galerie d'art locale, gravissant lentement les échelons. Mon rêve de monter ma propre exposition semblant moins un fantasme qu'une possibilité réelle. Nous formions une équipe. Quand il était submergé par un gros dossier, c'était moi qui veillais à ce qu'il mange, qui l'écoutait faire les 100 pas dans le salon en répétant sa plaidoirie. Quand j'étais découragé après le rejet d'une demande de subvention, il m'enlaçait et disait, tant pis pour eux. Léa, tu es brillante. Il faut juste persévérer. Nous croyons l'un en l'autre. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Je me sentais fatigué depuis des semaines. Une fatigue profonde, jusqu'aux os, que le sommeil ne parvenait pas à dissiper. J'ai mis ça sur le compte du stress jusqu'à ce que je réalise que j'avais un retard de règles. Mes mains tremblaient en tenant le petit bâtonnet blanc, attendant que les lignes apparaissent. Quand elles sont apparues, j'ai eu le souffle coupé. 2 lignes roses. Positif. J'étais terrifiée et folle de joie à la fois. J'ai passé la journée à chercher la façon parfaite de l'annoncer à Romain. J'ai fini par le lui dire brutalement dès qu'il a franchi la porte ce soir-là. On va avoir un bébé. Il s'est figé. Sa mallette glissant de sa main pour tomber sur le sol avec un bruit sourd. Son visage s'est fendu du plus large et plus joyeux sourire que je lui ai jamais vu. Tu es sérieuse? A-t-il murmuré. Les yeux brillants. Il m'a soulevée dans ses bras, me faisant tourner dans notre petit salon jusqu'à ce que nous soyons tous les deux étourdis et hilars. On va être parents? N'arrêtait-il pas de répéter? Comme si les mots eux-mêmes étaient magiques. La grossesse nous a encore plus rapprochés. Il était infiniment attentionné. Il se précipitait à minuit pour mes envies de glace, me massait les pieds enflés après une longue journée, et lisait des livres pour bébé à mon ventre qui s'arrondissait. Sa voix un grondement bas et apaisant. Nous passions les week-ends à vider la chambre d'amis pour en faire une chambre d'enfant. Il a monté le berceau lui-même, suivant méticuleusement les instructions, le front plissé de concentration. Un soir, nous étions assis par terre dans la chambre presque terminée, entourés de minuscules vêtements que nous venions de laver et de plier. J'ai tenu une paire de chaussettes ridiculement petites et j'ai senti une vague d'amour m'envahir. Tu imagines qu'une personne assez petite pour porter ça sera bientôt là? Romain a tendu la main et a pris la mienne, son pouce caressant mes jointures. Je sais une chose, dit-il d'une voix douce. Tu vas être la plus merveilleuse des mères. À ce moment-là, entouré de l'odeur de la poudre pour bébé et de la promesse de notre avenir, j'ai ressenti un bonheur si pur qu'il en était presque douloureux. Notre vie n'était pas seulement belle. Elle était parfaite. Je ne sais pas exactement quand les fissures ont commencé à apparaître. C'étaient des fractures capillaires au début, si petites qu'on pouvait facilement les manquer si on ne regardait pas. Ça a commencé avec les nuits tardives au bureau. Juste un gros projet,
disait-il en m'embrassant distraitement sur le front avant de partir le matin. Ça en vaudra la peine? Pour nous. Je le croyais. Je voulais être l'épouse compréhensive d'un homme ambitieux et prospère. Mais le « gros projet » ne semblait jamais se terminer. Les nuits tardives sont devenues la plupart des nuits. Les dîners que j'avais préparés avec amour refroidissaient sur la table pendant que j'attendais. Il rentrait à la maison avec une vague odeur qui n'était pas celle de son bureau, un parfum qui n'était pas le mien. Une effluve de vin d'un bar que je ne connaissais pas. Quand je posais des questions, il avait une explication toute prête. Un dîner client. Un événement de networking. Les excuses étaient toujours plausibles. Mais elles commençaient à sonner creux. Il est devenu plus attaché à son téléphone, le protégeant comme un secret d'État. Il vibrait de messages tard dans la nuit. Et il inclinait l'écran loin de moi pour répondre. Une fois, j'ai vu un sourire fugace traverser son visage pendant qu'il textotait. Un sourire privé, intime, qui ne m'était pas destiné. À qui parles-tu? Ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Mon cœur battant la chamade. Juste Marc du bureau, répondait-il sans lever les yeux. Des trucs de boulot ennuyeux. Mais son sourire n'avait pas l'air ennuyé. La distance émotionnelle s'est creusée, devenant un gouffre silencieux et béant entre nous. Nous nous asseyions sur le même canapé le soir, l'espace d'un seul coussin nous séparant comme un canyon d'1 kilomètre de large. Je lisais un livre sur le portrait du XVIIIe siècle. Ma main posée sur mon ventre, sentant les légers coups de l'intérieur, tandis qu'il était collé à son téléphone, la lumière bleue de l'écran se reflétant dans ses lunettes. Ses sourires, autrefois réservés pour moi, étaient maintenant dirigés vers ce qu'il y avait sur cet écran. L'intimité facile que nous partagions s'était évaporée, remplacée par un silence poli et formel. Fatigué? Demandai-je, en essayant de combler le fossé. Épuisé? Répondait-il, ses yeux ne quittant jamais son téléphone. Grosse journée demain. Chaque jour était une grosse journée. Chaque nuit était une longue nuit. La première preuve concrète est apparue un mardi. Je rassemblais le linge quand quelque chose a craqué dans la poche de la veste de costume qu'il avait portée la veille. C'était un reçu d'une bijouterie de la place Vendôme. Une boutique appelée Céleste. Un endroit connu pour ses pièces délicates, modernes et très chères. Nous n'y avions jamais fait d'achat. L'article mentionné était un bracelet chaîne en or avec une breloque saphir. Le prix m'a noué l'estomac. J'ai attendu ce soir-là. Mon cœur une pierre froide et lourde dans ma poitrine. Il était dans la cuisine, se versant un verre de whisky, le dos tourné. J'ai tendu le reçu. Ma main étonnamment stable. J'ai trouvé ça dans la poche de ta veste, dis-je d'une voix égale. C'est pourquoi. Il s'est retourné, ses yeux passant de mon visage au bout de papier. Pendant une fraction de seconde, je l'ai vu une lueur de pure panique. Mais elle a disparu aussi vite qu'elle était venue, remplacée par un masque de désinvolture. Oh! Ça, dit-il en prenant une gorgée de sa boisson. C'est un cadeau d'entreprise. Pour la femme d'un client. Tu sais. Pour conclure une grosse affaire. Juste les affaires. Un bracelet de chez Céleste est une dépense professionnelle? Insistai-je doucement. Incapable de laisser tomber. Depuis quand? Sa mâchoire se serra. Léa. Ne cherche pas la petite bête. C'est mon travail. C'est compliqué. Tu ne comprendrais pas. Il se retourna vers le comptoir. Sa posture un renvoi clair. La conversation était terminée. Je n'ai pas insisté. J'ai plié le reçu et l'ai rangé au fond de ma boîte à bijoux.
Une pièce froide et dure d'un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Mais son mensonge flottait dans l'air entre nous. Épais et suffocant. Tu ne comprendrais pas. Il ne m'avait jamais dit ça avant. Nous nous étions toujours compris. Les appels téléphoniques devinrent plus fréquents. Il sortait sur le balcon. Même par des nuits froides. Sa voix un murmure bas que le vent emportait. Une fois. Je passais devant son bureau à domicile. La porte légèrement entr'ouverte. Et je l'ai entendu parler. Sa voix était différente, plus douce. Plus intime que le ton brusque et professionnel qu'il utilisait pour le travail. Non. Bien sûr que non. Tu me manques aussi, disait-il. Juste un peu plus longtemps. Je te le promets. Mes pieds se sont figés sur le sol. Il a dû sentir ma présence. Car il a levé les yeux et m'a vu là. Son visage a pâli. Je dois te laisser, dit-il brusquement au téléphone et raccrocha. Tout va bien? Demandai-je, m'appuyant contre le cadre de la porte, essayant de garder une voix légère. Oui. Lâcha-t-il. Son ton plus sec que prévu. Il l'adoucit rapidement. Désolé. Juste un client vraiment difficile. Incroyablement exigeant. Il passa une main dans ses cheveux. Un geste que je savais qu'il utilisait quand il était stressé. Ou quand il mentait. J'ai hoché la tête, faisant semblant de le croire. Mais les mots que j'avais entendus résonnaient dans mon esprit. Tu me manques aussi. Je te le promets. Ce n'étaient pas les mots que l'on disait à un client difficile. Le point de rupture est survenu 2 semaines avant que je ne le suive au restaurant. Il a annoncé qu'il devait partir pour un séminaire d'entreprise d'une nuit en Normandie. C'était de dernière minute? A-t-il affirmé. Un événement de team building obligatoire. Mes alarmes internes hurlaient. Ce soir-là, pendant qu'il était sous la douche, j'ai vu sa mallette ouverte sur le lit. Il était habituellement si prudent avec. Mon cœur martelait contre mes côtes. Je savais que si je regardais, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le dernier fil fragile de déni plausible serait coupé. Et je me retrouverais seule avec la laide vérité. Mais je devais savoir. Mes mains tremblaient en plongeant à l'intérieur. Sous une pile de dossiers juridiques se trouvait une pochette imprimée. Ce n'était pas pour un séminaire de travail. C'était un itinéraire pour un séjour dans un hôtel de luxe à Deauville. Et la réservation était pour 2 adultes. Mon sang se glaça. Puis je l'ai vu. Glissé dans la poche latérale. Il y avait un bon de confirmation pour un massage en couple. Et en bas, une petite note manuscrite sur un post-it. Confirmé Reza dîner 20h. Chloé va adorer la vue. Chloé. Le nom a été comme un coup physique, me coupant le souffle. Ce n'était plus une liaison sans visage. Elle avait un nom. Chloé. Un joli nom aux sonorités douces. Je l'imaginais plus jeune, vibrante, non accablée par la grossesse et les angoisses silencieuses d'un foyer qui se fracture. J'ai soigneusement tout remis en place exactement comme je l'avais trouvé. Mes mouvements précis et robotiques, comme un conservateur manipulant des artefacts fragiles et empoisonnés. J'ai fermé la mallette. Le déclic du fermoir sonnant comme une porte de cellule qui claque. Je me suis assise au bord de notre lit. Le lit où nous avions rêvé de notre avenir. Et je n'ai ressenti qu'un vide immense et creux. L'homme que j'avais épousé, l'homme avec qui j'attendais un enfant, était un étranger. Un menteur. Il est sorti de la salle de bain. Une serviette autour de la taille. Fredonnant un air joyeux. Il a souri en me voyant. Salut toi. Prête pour une soirée tranquille à la maison? J'ai regardé l'homme que j'aimais. L'homme qui démantelait systématiquement mon monde pièce par pièce.
Et je lui ai souri en retour. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai hâte. Dis-je. Quelques jours plus tard, il m'a embrassé avant de partir pour son dîner tardif avec un client. Il a dit qu'il m'aimait. Cette fois, je l'ai regardé depuis la fenêtre alors que sa voiture quittait l'allée. J'ai attendu 5 minutes. Puis, j'ai pris mes clés. Je n'espérais plus avoir tort. J'allais recueillir la dernière pièce de ma collection. J'avais besoin de voir son visage. J'avais besoin de voir contre quoi ma vie parfaite avait été échangée. Le trajet de retour depuis l'auberge du Saule Pleureur fut un brouillard. Je ne me souviens pas des virages que j'ai pris ni des feux rouges auxquels je me suis arrêté. Mon esprit était un maelstrom d'images brisées, la main de Romain sur son bras. L'angle intime de sa tête alors qu'il l'écoutait parler. Le rire facile et sans retenue que je n'avais pas vu chez lui depuis ce qui semblait une éternité. Le temps que je me garde dans notre allée. Les larmes avaient séché sur mon visage, laissant des traces salées et tendues. Le choc initial s'était estompé, remplacé par un calme glacial et troublant. Le chagrin était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pas encore. J'ai traversé la maison silencieuse. Chaque objet familier semblant maintenant étranger et déplacé. Les photos sur la cheminée nous le jour de notre mariage. Nous souriant sur une plage en Grèce. Nous tenant le test de grossesse positif ressemblaient à des reliques d'une civilisation enfouie. C'était l'épreuve d'une vie que je ne vivais plus. D'une femme que je n'étais plus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise à la table de la cuisine. Un bloc-notes et un stylo devant moi. Et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de griefs ou de questions. Mais une liste d'actifs. La maison. Les comptes d'épargne. Les investissements. Et puis, un autre type de liste. Une liste de ses faiblesses. Son orgueil. Son ambition. Son besoin désespéré d'être perçu comme un homme respectable et prospère dans notre petite ville de banlieue où tout se sait. Le lendemain matin, j'ai prétexté être malade pour ne pas aller à la galerie. Mon premier rendez-vous n'était pas avec un conseiller conjugal, mais avec une avocate. Elle s'appelait Maître Dubois. Un nom que j'avais obtenu après une recherche discrète en ligne des meilleurs avocats en divorce de la région. Son cabinet était élégant et moderne, dégageant une atmosphère de compétence tranquille et redoutable. Maître Dubois avait la fin de la quarantaine, avec des yeux vifs et intelligents qui semblaient voir à travers la façade composée que j'avais soigneusement construite. Je lui ai exposé l'histoire, ma voix stable et détachée, comme si je décrivais une étude de cas d'un de mes manuels d'histoire de l'art. Je lui ai parlé des nuits tardives, des appels téléphoniques secrets, du reçu de la bijouterie, et enfin, de ce dont j'avais été témoin la nuit précédente. Je n'ai pas pleuré. Quand j'ai terminé, elle s'est adossée à sa chaise. Son expression un mélange d'évaluation professionnelle et de sympathie sincère. D'abord, dit-elle, sa voix ferme mais gentille, je suis vraiment désolée que vous traversiez cela. Surtout maintenant. Elle fit un geste vers mon ventre. Vous faites ce qu'il faut en étant proactive. Dans des situations comme celle-ci, la personne qui planifie est la personne qui gagne. Je ne veux pas seulement gagner, dis-je, les mots sortant plus froids que je ne l'avais prévu. Je veux protéger l'avenir de mon enfant. Et je veux que Romain comprenne toutes les conséquences de ses actes. Maître Dubois hocha lentement la tête. Les conséquences peuvent être organisées. Compte tenu de sa profession et de sa réputation dans la communauté. Une exposition publique serait dévastatrice pour lui. Mais pour cela, il nous faut plus que votre parole. Il nous faut des preuves irréfutables. Des preuves qui racontent une histoire que personne ne peut nier. Des preuves qui racontent une histoire.
La phrase a résonné en moi, touchant une corde sensible au plus profond de mon âme. C'était mon métier. J'étais commissaire d'exposition. Je prenais des objets disparates, peintures, sculptures, artefacts, et je les agençais de manière à créer un récit, à guider le spectateur vers une conclusion spécifique et indéniable. Le travail de ma vie consistait à révéler la vérité cachée des choses. Je peux vous trouver des preuves ? Dis-je. Un nouveau sentiment de détermination se solidifiant en moi. Les semaines suivantes, j'ai mené une double vie. Pour Romain, j'étais l'épouse aimante, compréhensive et un peu lunatique à cause de la grossesse. Je lui préparais ses plats préférés, lui demandais comment s'était passée sa journée et feignais d'ignorer ses nuits tardives, de plus en plus fréquentes. J'écoutais ses mensonges avec un sourire serein. Mon cœur une chose gelée et silencieuse dans ma poitrine. Il était si confiant, si sûr de ma naïveté, qu'il en devenait imprudent. Et pendant qu'il était imprudent, j'étais méticuleuse. Je suis devenue la commissaire de sa chute. Ma première acquisition fut un petit appareil photo numérique discret. J'ai commencé à le suivre. Pas tous les jours, mais de manière stratégique. J'ai appris ses nouvelles habitudes. Le café confortable où il la retrouvait le mardi matin. Le parc où il se promenait, main dans la main, le jeudi après-midi. Depuis la sécurité de ma voiture garée, j'ai tout documenté. Je ne prenais pas seulement des clichés. Je les composais. Une photo de leurs mains entrelacées sur une table. Son alliance bien nette. Une photo de lui la regardant avec une expression d'adoration qu'il ne m'avait pas offerte depuis des années. J'ai fait imprimer les photos sur du papier d'archives de haute qualité dans une boutique spécialisée de la ville voisine. De retour à la maison, dans l'intimité de mon petit bureau, j'ai commencé à les encadrer. J'ai choisi des cadres noirs élégants et discrets, du genre de ceux que nous avions utilisés pour nos propres photos de famille. Elles ressemblaient à des œuvres d'art. Ma collection des artefacts s'est agrandie. J'ai trouvé un reçu pour un week-end dans une auberge en bord de mer et j'ai imprimé l'email de confirmation que j'ai trouvé dans la corbeille de son ordinateur portable. J'ai découvert un autre cadeau, un délicat foulard en soie caché au fond de son placard, et je l'ai photographié artistiquement drapé sur une chaise. J'ai transféré ces SMS compromettants vers un compte email secret que j'avais créé. En faisant des captures d'écran et en les imprimant, les disposant chronologiquement comme des lettres dans une exposition historique. Chaque preuve était un objet de ma collection. Une touche de pinceau dans le portrait de sa trahison que je créais minutieusement. J'ai tout rangé dans un carton à dessin verrouillé, caché sous les lattes du plancher de mon bureau. Toucher chaque pièce, la cataloguer, me donnait un étrange sentiment de contrôle. Je n'étais plus une victime à la dérive dans un océan de douleur. J'étais une archiviste de la vérité. Et je préparais mon exposition. Mon amie Camille était la seule personne à qui je me sois confiée. Nous étions amies depuis l'université. Et elle avait un détecteur de mensonges hors pair. Quand je lui ai finalement tout raconté, assise dans sa cuisine ensoleillée un après-midi, elle ne m'a pas offert de platitude ou de réconfort facile. Elle a écouté attentivement, ses yeux lançant des éclairs de fureur en mon nom. Quand j'ai eu fini, elle m'a serré dans ses bras avec force. Quel salaud absolu! Siffla-t-elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne vais pas simplement le quitter, dis-je en me reculant. Je vais m'assurer qu'il n'ait plus rien vers quoi se tourner. Je lui ai parlé de mon plan, des preuves que je rassemblais. Elle m'a regardé, un lent sourire admiratif se dessinant sur son visage. Léa Martin, dit-elle en secouant la tête avec émerveillement. Tu ne vas pas juste divorcer. Tu vas le déconstruire. Je suis partante. Quoi que tu aies besoin. Son soutien était une bouée de sauvetage.
Elle m'a aidé à ouvrir un compte bancaire séparé, y transférant secrètement de petites sommes de notre compte joint. Elle a fait le guet lors de quelques-unes de mes expéditions de surveillance. Elle était la caisse de résonance de mon plan en évolution. La seule personne qui voyait l'esprit calculateur à l'œuvre derrière mes yeux endeuillés. Un soir, Romain est rentré d'une humeur particulièrement bonne. Il rayonnait littéralement d'excitation. Il a versé 2 verres de pétillant de pomme et m'en a tendu un. J'ai des nouvelles incroyables, annonça-t-il. Radieux. Markham prend sa retraite. Markham était l'associé principal de son cabinet. Un poste que Romain convoitait depuis des années. C'est merveilleux. Chérie, dis-je, essayant d'insuffler à ma voix la dose d'enthousiasme appropriée. C'est plus que merveilleux, dit-il, les yeux brillants d'ambition. Bernard, le grand patron, l'associé directeur du bureau de Paris, vient en ville dans 3 semaines. Il va rencontrer les meilleurs candidats. Il va dîner chez chacun d'entre nous. Léa. C'est le moment. C'est ma chance de devenir associé. Il prit mes mains dans les siennes. Sa poigne serrée d'excitation. J'ai besoin que ce dîner soit parfait. Absolument parfait. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Ton goût. Ton élégance. Tu peux créer une soirée qu'il n'oubliera jamais. Je l'ai regardé. Son visage plein d'espoir et de triomphe. Et j'ai senti un interrupteur basculer dans mon esprit. Une soirée qu'il n'oubliera jamais. Une scène. Un public captif. Mon propre vernissage privé. Bien sûr. Romain. Dis-je. Ma voix douce comme de la soie. Je ferai en sorte que ce soit une soirée que personne n'oubliera jamais. Mon acceptation de la tâche sembla laver Romain de toute trace de culpabilité ou de suspicion. Il me voyait de nouveau comme sa partenaire, sa complice dans le grand projet de son ambition. Il était tellement aveuglé par le prix, le statut d'associé, le prestige, le bureau d'angle qu'il ne pouvait pas voir la femme qui se tenait juste devant lui. Il voyait l'hôtesse élégante, la commissaire d'exposition au goût impeccable. Il ne voyait pas l'archiviste de ses péchés. Bernard est un homme de la vieille école, expliqua Romain au cours des jours suivants, arpentant le salon en élaborant sa stratégie. Il apprécie la tradition, la famille, la stabilité. Nous devons projeter l'image d'une vie de famille parfaite et solide. Femme heureuse. Bébé en route. C'est le package complet. Je comprends, dis-je en prenant des notes sur un bloc. Une esthétique du bonheur domestique. Je parlais son langage, mais il ne réalisait pas le sous-entendu. Chaque suggestion que je faisais était une brique soigneusement placée dans le piège que je construisais. Exactement, dit-il. Soulagé. Je savais que tu comprendrais. Le dîner était prévu pour un samedi soir ? 3 semaines plus tard. La liste des invités était restreinte mais puissante, Monsieur Bernard et sa femme. Éléonore. Et un client potentiel majeur. Monsieur Lambert. Dont le compte consoliderait la position de Romain comme favori. 6 personnes au total. Un rassemblement intime. Parfait. Mes préparatifs commencèrent sérieusement. Extérieurement. J'étais l'image de la dévotion conjugale. J'ai passé des heures à planifier le menu. Une affaire classique et sophistiquée, coquille Saint-Jacques poêlée. Bœuf Wellington. Un fondant au chocolat décadent pour le dessert. J'ai sélectionné les accords mets et vins avec un soin méticuleux. Romain louait mes efforts, ignorant que je traitais la soirée comme le vernissage de mon exposition la plus importante. Le thème, anatomie d'un mensonge. Ma première tâche fut de comprendre l'autre femme. Chloé.
Je devais en savoir plus que son nom. Je devais voir comment Romain avait construit son propre récit pour elle. Ce ne fut pas difficile. L'imprudence de Romain était mon plus grand atout. Il avait laissé son ordinateur portable personnel ouvert un après-midi alors qu'il était sorti faire une course. J'ai trouvé leurs échanges de mai. Les lire. C'était comme enfoncer un éclat de verre dans une plaie ouverte. Mais je me suis forcé à être clinique. À analyser le texte comme un document historique. Romain avait tissé un conte de malheur magistral. Il me dépeignait comme une épouse dont il s'était éloigné. Quelqu'un d'émotionnellement distant et peu solidaire de ses rêves. Il avait dit à Chloé qu'ils étaient séparés. Vivant sous le même toit pour les apparences jusqu'à la naissance du bébé. Après quoi leur divorce serait finalisé. Il était le héros tragique. Piégé dans un mariage sans amour. Et elle était sa belle et compréhensive sauveuse. Tu es la seule qui me voit vraiment. Avait-il écrit dans un email. Être avec toi. C'est comme rentrer à la maison. L'hypocrisie était à couper le souffle. Il utilisait notre maison. Notre vie. Comme accessoire dans la fiction qu'il lui vendait. Tout comme il s'apprêtait à l'utiliser comme accessoire pour son patron. Il mettait en scène deux réalités différentes. Et j'allais les faire entrer en collision. J'ai appris que Chloé était intelligente. Ambitieuse et une étoile montante dans son propre département. Elle n'était pas une briseuse de ménage au sens classique. Elle était une femme qui avait été trompée. Manipulée par un homme qui avait perfectionné l'art de dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Une partie de moi éprouvait même une lueur de pitié pour elle. Elle n'était qu'un autre objet dans la collection de Romain. Une autre pièce à utiliser et, finalement, à jeter. Elle ne méritait pas ce qui allait arriver. Mais je ne pouvais pas laisser mon plan être dévié par le sentiment. Elle était un dommage collatéral dans une guerre dont elle ignorait même l'existence. Avec cette nouvelle compréhension, ma propre mise en scène de la maison a commencé. Ce fut un processus subtil. Une série de petits changements presque imperceptibles. J'ai commencé par rafraîchir la décoration. Romain, voulant impressionner les Bernard, m'a donné sa carte de crédit sans réfléchir. Tout ce dont tu as besoin. Léa. Ne regarde pas à la dépense. J'ai acheté de nouveaux coussins pour le canapé dans des tons de bordeaux profond et de gris anthracite, des couleurs riches et dramatiques. J'ai remplacé l'arrangement floral joyeux sur la table basse par une composition sobre et élégante de l'Iscala. Leurs pétales blancs magnifiques mais funèbres. La maison a commencé à ressembler moins à un foyer chaleureux et aimant qu'à un décor de théâtre. Froid et spectaculaire. Romain, dans son égocentrisme, n'a pas remarqué le changement d'atmosphère. Il a juste vu que les choses avaient l'air chères et de bon goût. Puis, j'ai commencé à placer les artefacts. Le couloir principal menant de la porte d'entrée au salon était bordé d'une série de nos photos de famille encadrées vacances. Fêtes. Moments de joie. J'en ai laissé la plupart. Mais j'en ai échangé deux. À leur place, j'ai accroché deux de mes photographies encadrées de Romain et Chloé. L'une était un plan large de marchands dans le parc. Leur silhouette petite sur fond d'arbres d'automne. Presque comme un paysage. L'autre était un plan plus rapproché. Plus intime. Deux riant à cette terrasse de café. Leurs têtes proches. De loin. On aurait pu les confondre avec des photos de Romain avec une sœur ou une amie. Il fallait s'approcher pour voir la vérité. Le salon était ma principale galerie. Sur la grande bibliothèque qui flanquait la cheminée. Au milieu des livres de droit reliés en cuir et des ouvrages d'histoire de l'art, j'ai commencé à créer de petites vignettes. J'ai pris le reçu de la bijouterie. Céleste. Et je l'ai fait encadrer professionnellement avec un passe-partout dans un petit cadre noir simple. Je l'ai placé sur une étagère, l'appuyant contre une pile de livres sur l'éthique des affaires. À côté,
J'ai placé une autre petite pièce encadrée, la confirmation imprimée pour le massage en couple. Cela avait l'air officiel. Presque comme un diplôme. Mon chef-d'œuvre. Cependant, était destiné à la table basse. Un soir, alors que Romain travaillait vraiment tard, j'avais vérifié, je suis entré dans sa voiture. Bien caché dans la boîte à gants, à l'intérieur d'une pochette en velours doux, je l'ai trouvé. Le bracelet chaîne en or avec la breloque saphir. Il était délicat et magnifique. Et une vague de nausée m'a submergé en le tenant. C'était le symbole de sa trahison. Acheté avec notre argent. Destiné à son poignet. Je l'ai ramené à la maison. J'avais précédemment acheté en ligne un petit présentoir en acrylique transparent. Du genre de ceux utilisés dans les musées pour exposer des bijoux précieux. J'ai poli le bracelet jusqu'à ce qu'il brille et je l'ai drapé soigneusement sur le support. Je l'ai placé au centre de la table basse. Juste à côté d'un lourd livre d'art sur les faussaires célèbres. Il était là. Sous la lueur chaude de la lampe de lecture. Ressemblant à s'y méprendre à un objet d'art soigneusement choisi. C'était une bombe. Déguisée en centre de table. Romain est rentré cette nuit-là. Épuisé et distrait. Il a traversé le salon. Jetant ses clés sur la console de l'entrée. La maison est incroyable. Léa. Dit-il par-dessus son épaule en se dirigeant vers la cuisine. Vraiment. Tu t'es surpassée. Il n'avait absolument rien remarqué. La dernière pièce de mon exposition. C'était moi. Je devais avoir l'air de la situation. J'ai acheté une nouvelle robe pour le dîner, une robe fourreau simple et élégante d'un bleu saphir profond. La couleur de la pierre de son bracelet. C'était un choix discret et délibéré. Je serais l'incarnation vivante de sa duplicité. Un rappel constant et subtil du secret qu'il pensait être en sécurité. Alors que le jour du dîner approchait, un calme étrange s'est installé en moi. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais même plus en colère. La rage brute et brûlante s'était refroidie pour devenir quelque chose de dur et de concentré. J'étais une commissaire d'exposition sur le point de dévoiler l'œuvre la plus importante de sa vie. Chaque objet était en place. L'éclairage était parfait. Le récit était clair. Il ne me manquait plus que mon public. Le jour du dîner arriva, enveloppé d'un froid vif de fin d'automne. L'air dans la maison était chargé d'anticipation. Mais seul moi en connaissais la véritable source. Romain était un tourbillon d'énergie nerveuse. Rajustant sa cravate pour la 10e fois. Vérifiant l'argenterie que j'avais déjà parfaitement disposée et arpentant le parquet poli. Tu penses que le bœuf Wellington? C'est trop? Demanda-t-il en passant une main dans ses cheveux. J'aurais peut-être dû choisir quelque chose de plus simple. Bernard vient de province. Il aime probablement le pot-au-feu. Romain. Dis-je. Ma voix un baume apaisant sur ses nerfs à vif. Je posai une main sur son bras. Le forçant à arrêter de faire les 100 pas. Tout est parfait. La maison est magnifique. Le repas sera exquis. Et tu vas être brillant. Respire. Il me regarda. Les yeux remplis d'une gratitude qui me retourna l'estomac. Merci. Léa. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Tu es mon roc. Il se pencha et m'embrassa sur la joue. Ses lèvres froides contre ma peau. Le geste était si automatique. Si dépourvu de la passion qu'il contenait autrefois. Que je ne ressentis rien du tout. J'étais simplement une actrice jouant un rôle. Et il était mon public sans méfiance. La sonnette retentit à cette heure précise. Romain ajusta sa veste une dernière fois et me tira à ses côtés. Son bras posé possessivement autour de ma taille alors qu'il ouvrait la porte. Monsieur et Madame Bernard se tenaient sur notre seuil. C'était un homme grand et imposant. La soixantaine avançait.
avec une crinière de cheveux argentés et des yeux qui semblaient tout évaluer d'un coup d'œil. Sa femme, Éléonore, était une femme petite, élégamment vêtue, avec un sourire chaleureux et sincère. Romain, ravi de vous voir, tonna Bernard en serrant fermement la main de Romain. Et voici la charmante Léa. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Le plaisir est pour moi. Monsieur Bernard, dis-je en souriant gracieusement. Entrez. Je vous en prie. Alors que je prenais leur manteau, j'observais les yeux d'Éléonore balayer l'entrée. Ils s'attardèrent un instant sur les nouvelles photographies accrochées au mur. Un léger froncement de sourcils plissa son front alors qu'elle examinait l'une d'elles. C'est votre sœur, Romain? Demanda-t-elle en désignant l'image de lui et Chloé au café. Vous vous ressemblez tellement. Romain, qui n'avait même pas remarqué les nouveaux ajouts, jeta un coup d'œil. Un éclair de confusion traversa son visage avant qu'il ne se reprenne rapidement. Oh. Non. C'est juste une collègue. D'un déjeuner de travail. Son rire était un peu trop fort. Un peu trop forcé. Léa est si douée pour capturer ces petits moments. N'est-ce pas, ma chérie? Je pense simplement qu'il est important de documenter les personnes qui sont importantes dans nos vies. Répondis-je doucement. Mon regard croisant le sien pendant une fraction de seconde. Une lueur de malaise apparut dans ses yeux. Mais elle fut rapidement éteinte par l'arrivée de l'invité suivant. Monsieur Lambert était plus jeune. Un entrepreneur de la tech avec un costume impeccable et un regard encore plus perçant. Il était le trophée. Le client qui ferait pencher la balance en faveur de Romain. L'offensive de charme de Romain passa à la vitesse supérieure. Guidant nos invités dans le salon. Notre galerie méticuleusement organisée. Asseyez-vous. Je vous en prie. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Un whisky. Monsieur Bernard? Romain jouait le rôle de l'hôte gracieux. Complètement inconscient de la scène que j'avais préparée. Je regardais de loin la scène se dérouler exactement comme je l'avais imaginé. Les invités s'installèrent sur les canapés. Leur conversation légère et agréable. Éléonore Bernard. Une femme qui, d'après mes recherches, avait d'un vif intérêt pour les antiquités et l'art, fut la première à remarquer. Ses yeux étaient naturellement attirés par les objets de la pièce. Elle se pencha en avant, son regard fixé sur la table basse. Mon Dieu, dit-elle, la voix remplie d'une curiosité sincère. C'est un magnifique petit bracelet. Est-ce une antiquité? Romain suivit son regard. Son sourire se figea sur son visage. Il fixa le bracelet en saphir, brillant sous la lumière de la lampe sur son support de style musée. Et je vis le sang quitter son visage. Il me regarda, les yeux écarquillés d'une horreur naissante et paniquée. Je soutins son regard avec un sourire serein et interrogateur. Comme pour dire, qu'est-ce qui ne va pas? Mon chéri? Oh. Ça. Dis-je, m'avançant avant que Romain ne puisse balbutier une réponse. C'est une nouvelle pièce que j'ai acquise pour ma petite collection. Je trouve son histoire tout à fait fascinante. Je pris le petit support en acrylique, le tendant à Éléonore pour qu'elle puisse voir. C'est un exemple parfait de l'artisanat moderne. Mais il évoque un thème très classique, une promesse. Une promesse secrète? Peut-être. Romain s'étouffait. Il ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Il ressemblait à un poisson cherchant de l'air. Comme c'est fascinant, dit Monsieur Bernard, ses yeux se plissant légèrement, sentant le soudain changement de tension. N'est-ce pas? Continuai-je.
reposant le bracelet sur la table avec un soin délibéré. Je crois que certains objets absorbent les intentions de leur propriétaire. Celui-ci semble plein d'ambition et d'une certaine forme de désespoir. Je laissai les mots flotter dans l'air un instant avant de sourire vivement. Maintenant, qui est prêt pour un apéritif? Demandai-je d'un ton léger et enjoué. Et je me retirai dans la cuisine, laissant Romain mariner dans le silence épais et troublant que j'avais créé. Le dîner fut une masterclass de guerre psychologique. Nous étions assis à la table de la salle à manger, dressés avec les magnifiques assiettes en porcelaine que nous avions achetées lors de notre lune de miel en Italie. Romain n'était que l'ombre de lui-même. Il était pâle et en sueur. Ses mouvements saccadés. Ses contributions à la conversation brève et décousue. Lors d'une accalmie dans la conversation, je saisis ma chance. Je fis glisser mon doigt le long du bord délicat et peint à la main de mon assiette. Ces assiettes me rappellent toujours de si merveilleux souvenirs. Songez-je. Ma voix teintée de nostalgie. Romain et moi les avons achetées dans une petite boutique à Florence pendant notre lune de miel. Le vendeur nous a dit que c'était un cadeau de mariage traditionnel, censé symboliser la fidélité. Il disait que tant que les assiettes resteraient intactes, les vœux du mariage le resteraient aussi. Je fis une pause, prenant une gorgée délicate de vin. C'est un beau sentiment, n'est-ce pas? L'idée que certaines choses sont faites pour être incassables. Je regardai directement Romain. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Monsieur Bernard et Monsieur Lambert échangèrent un regard subtil et interrogateur. Le sourire chaleureux d'Éléonore s'était effacé, remplacé par un regard d'observation perçant et plein de pitié dirigé vers moi. Elle savait. Elle ne connaissait pas les détails, mais elle savait que quelque chose n'allait pas du tout. Après le plat principal, alors que je débarrassais les assiettes, Monsieur Lambert se leva pour se dégourdir les jambes, se dirigeant vers la bibliothèque près de la cheminée. Il plissa les yeux devant l'un des petits documents encadrés. Romain. Est-ce une sorte de récompense? Demanda-t-il. Sincèrement curieux. Romain, qui avait poussé un morceau de bœuf dans son assiette, leva les yeux, alarmé. Il vit ce que Lambert désignait, le reçu encadré de « Céleste ». Ah! Non. C'est juste un souvenir. Balbutia Romain, sa voix se brisant. C'est un reçu, précisai-je en revenant dans la pièce avec une bouteille d'eau. Pour le bracelet. J'ai pensé qu'il était important de conserver la provenance. Chaque objet d'une collection devrait avoir son histoire documentée. Vous ne trouvez pas? Cela ajoute à sa valeur. Monsieur Bernard posa sa fourchette. Le prétexte d'un dîner normal s'était complètement évaporé. La pièce était lourde de questions non dites et d'une tension si palpable qu'il était difficile de respirer. Romain me fixait, ses yeux suppliants. Il me suppliait d'arrêter. Mais l'exposition n'était pas terminée. Il me restait encore ma dernière installation. Si tout le monde a terminé, annonçai-je, ma voix coupant le silence tendu. Pourquoi ne pas retourner au salon pour le café et le dessert? J'ai un fondant au chocolat qui est meilleur servi immédiatement. La suggestion était une bouée de sauvetage. Une chance d'échapper à l'atmosphère suffocante de la table à manger. Les invités acceptèrent avec un soulagement palpable. Romain, cependant, semblait avoir été condamné à mort. Il resta figé sur sa chaise un instant avant de se lever. Ses mouvements raides et robotiques. Pendant que je servais le café, versant le liquide sombre et parfumé dans de délicates tasses en porcelaine, je gardais mes mouvements fluides et gracieux. J'étais le calme au centre de la tempête que j'avais créée. Romain tenta de relancer la conversation, de la ramener sur un terrain sûr et professionnel.
Il interrogea Monsieur Bernard sur la bourse. Monsieur Lambert sur une nouvelle fusion technologique. Mais ses tentatives étaient faibles. Sa voix creuse. Les fils du discours poli étaient rompus. Et tout le monde dans la pièce le savait. Les questions restées en suspens étaient bien plus captivantes que n'importe quelle discussion d'affaires. Éléonore Bernard s'approcha de moi alors que je posais les assiettes à dessert. Elle posa une main douce sur mon bras. Ses yeux pleins d'une compréhension tranquille et féminine. Ma chère, murmura-t-elle. Sa voix à peine audible. Est-ce que ça va? Je lui adressai un petit sourire triste. Ça ira, dis-je. Ma propre voix un faible murmure. Merci de demander. Son geste bref et compatissant fut une lueur dans l'obscurité froide et calculée de mon plan. C'était un rappel que ce n'était pas seulement un jeu. C'était ma vie. Et la douleur était réelle. Mais cela ne me dissuada pas. Après que tout le monde eut son café et son gâteau, je restai debout. Avant de terminer, dis-je en m'adressant à la pièce, je tiens à vous remercier tous d'être venus ce soir. Cela a énormément compté pour Romain. Et pour moi. Que vous partagiez cette soirée avec nous dans notre maison. Romain leva les yeux vers moi. Un espoir désespéré et suppliant dans le regard. Peut-être pensait-il que j'allais tout arranger. Expliquer les étranges tensions de la soirée avec une anecdote charmante. Il pensait que j'allais le sauver. Une soirée comme celle-ci vise à créer des liens. Continuai-je. Mon regard balayant nos invités avant de se poser finalement sur mon mari. Il s'agit de montrer qui vous êtes. Pas seulement en tant que professionnel, mais en tant que personne. Il s'agit d'intégrité. Des fondations sur lesquelles nous construisons nos vies et nos carrières. Monsieur Bernard se pencha légèrement en avant. Son expression indéchiffrable mais intensément concentrée. Et dans cet esprit, dis-je, j'ai préparé un petit souvenir pour chacun d'entre vous à emporter. Une sorte de cadeau d'invité. Pour vous souvenir de la soirée. Je me dirigeai vers une belle crédence ancienne qui se trouvait contre le mur du fond. Dessus reposaient 3 élégantes enveloppes bleu marine, chacune nouée d'un ruban de soie argentée. Mon nom, Léa Martin, était embossé en argent sur le rabat. Elle ressemblait à des invitations à un gala. Je les pris. Les épaules de Romain se détendirent visiblement. Un cadeau d'invité. C'était normal. C'était ce qu'une hôtesse parfaite ferait. La couleur commençait à revenir sur son visage. Je tendis la première enveloppe à Monsieur Bernard. La seconde, à Monsieur Lambert. Et la troisième, je la tendis à mon mari. Pour toi, Romain, dis-je d'une voix douce. Il la prit. Ses doigts effleurant les miens. Ses mains étaient glacées. Léa. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il. Le front plissé de confusion. Pourquoi ne les ouvrez-vous pas tous ensemble? Suggérai-je. Reculant au centre de la pièce. Mes mains jointes souplement devant moi. J'étais la commissaire. Et c'était le moment où le voile était levé. Monsieur Bernard, avec un air de curiosité amusée, défit le ruban et rompit le seau. Monsieur Lambert fit de même. Romain, regardant entre eux, fit lentement la même chose. À l'intérieur de chacune des enveloppes des invités se trouvait un mince portfolio contenant une sélection de mes preuves. Pas tout juste les pièces les plus accablantes et indéniables. La première page était une courte lettre tapée de ma part. Cher Monsieur Bernard, cher Monsieur Lambert. Commençait-elle. Je m'excuse pour la nature peu conventionnelle de cette soirée. Je crois que le caractère d'un homme est une chose unique et indivisible. Son intégrité dans sa vie personnelle est le meilleur indicateur de son intégrité dans sa vie professionnelle. Au cours des 6 derniers mois,
Mon mari, Romain, a entretenu une liaison soutenue et calculée avec une jeune collègue de son cabinet, une femme nommée Chloé Vance. Il a menti non seulement à moi, sa femme enceinte, mais aussi à elle, lui disant que nous étions déjà séparés et en instance de divorce. Vous trouverez ci-joint un petit échantillon des preuves que j'ai recueillies. Je crois qu'il parle de lui-même. À compter de ce soir, je demande le divorce. Je voulais que vous, en tant qu'homme qu'il respecte si profondément et qu'il souhaite impressionner, ayez un portrait complet de l'homme que vous envisagez de promouvoir. Merci encore pour votre temps. Sous la lettre se trouvaient les photographies des images nettes et claires de Romain et Chloé. Les reçus. La réservation d'hôtel. Les emails imprimés où il lui déclarait son amour tout en me dénigrant. C'était une présentation concise, élégante et absolument dévastatrice de la vérité. Je regardais le visage de Monsieur Bernard se pétrifier. Ses yeux parcouraient les pages, sa mâchoire se crispant à chaque nouvelle information. Monsieur Lambert laissa échapper un petit sifflement, secouant la tête avec incrédulité en regardant les photos puis Romain, qui tâtonnait encore avec sa propre enveloppe. L'enveloppe de Romain ne contenait pas le portfolio. Il en sortit une seule feuille de papier pliée. Il la déplia. C'était la requête officielle en divorce, déjà signée par moi d'une encre nette et claire. Son nom était inscrit comme le défendeur. Le motif, adultère. Le son qui s'échappa de ses lèvres fut un halètement étranglé et étouffé. Les papiers glissèrent de ses doigts inertes, atterrissant sur le tapis moelleux à ses pieds. Il les fixa, puis leva les yeux vers moi. Son visage un masque de ruine totale. La confiance, le charme, l'ambition, tout s'effondra en un instant, ne laissant derrière lui qu'une coquille vide et terrifiée d'un homme. La pièce était absolument silencieuse. Le seul son était le crépitement du feu dans l'âtre. Monsieur Bernard, lentement, délibérément, plia les papiers et les remit dans l'enveloppe. Il se leva, tout comme sa femme. Il regarda Romain, ses yeux froids comme de la glace. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Le verdict était clair. Sa carrière dans ce cabinet était terminée. Sa chance de devenir associé avait été réduite en cendres. Léa, dit-il d'une voix calme mais ferme, se tournant vers moi. Merci pour votre hospitalité. Ce fut une soirée éclairante. Éléonore me serra de nouveau doucement le bras, ses yeux transmettant un monde de sympathie. Monsieur Lambert se leva également, évitant complètement le regard de Romain. Je pense que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prendre ma décision, dit-il sèchement. Ils se dirigèrent vers la porte. Je les suivis pour les raccompagner, laissant Romain seul au milieu de la pièce. Un homme naufragé dans les ruines de sa propre vie. En refermant la porte derrière nos invités, je me retournai pour lui faire face. Il fixait toujours les papiers de divorce sur le sol, comme s'il croyait qu'en les fixant assez longtemps, il pourrait simplement disparaître. Comment as-tu pu ? Murmura-t-il. La voix rauque. Dans notre maison. Devant ces gens. Je marchai vers lui. Mais pas mesuré et régulier. Je m'arrêtai juste devant lui, regardant les papiers éparpillés, puis plongeant mon regard dans ses yeux brisés. Tu as construit cette vie sur des mensonges ? Romain, dis-je. Ma voix sans chaleur, sans colère, remplie seulement d'une finalité profonde et définitive. J'ai simplement mis en scène la vérité. Bienvenue à l'exposition de ta vie. Il s'effondra sur le canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Toute combativité l'avait quitté, remplacé par un choc béant et creux. Il n'arrêtait pas de secouer la tête,
Le regard vide, murmurant mon nom encore et encore comme un mantra qui avait perdu son pouvoir. Léa. Léa. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Répétais-je. La question sonnant absurde à mes oreilles. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. L'épave de la soirée parlait d'elle-même. Tu t'es tenu dans cette pièce? Romain. Et tu m'as dit que j'étais ton roc. Tu m'as demandé de t'aider à construire cette image parfaite pour ton patron. Cette façade d'un foyer heureux et stable. Tout ça pendant que tu le démantelais dans mon dos. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Ou tu t'en fichais? Tout simplement? Ce n'était pas comme ça. Balbutia-t-il? Ces mots se bousculant. C'était une erreur. Chloé. Elle ne signifie rien. C'était juste une évasion. Les choses ont été stressantes. Une évasion? Je laissai échapper un rire court et amer. N'ose même pas mettre ça sur le compte du stress. Ou sur le mien. Ce n'était pas une erreur? Romain. Une erreur? C'est d'oublier d'acheter du lait. Ça. C'était une série de 1000 choix calculés. Tu as choisi de mentir? Chaque jour. Tu as choisi de la voir. Tu as choisi de lui acheter des cadeaux avec notre argent. Tu as choisi de construire une vie entièrement séparée pendant que j'étais ici. Portant notre enfant. Croyant en toi. Je fis un geste autour de la pièce. Vers les preuves soigneusement placées qui semblaient maintenant se moquer de lui de chaque coin. C'est la vie que tu as choisie. Je n'ai fait que l'exposer. Il me regarda enfin. Ses yeux noyés de larmes d'apitoiement. Tu m'as ruiné. Léa. Ma carrière. Ma réputation. Tout est parti. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Non. Dis-je. Ma voix se durcissant. Tu t'es ruiné toi-même. Je n'ai fait que te tendre un miroir. Je le laissais là. Assis au milieu des ruines de la soirée parfaite qu'il avait planifiée. Je suis montée dans notre chambre. La chambre que nous avions partagée pendant 7 ans. Et elle m'a semblé être l'espace d'un étranger. J'avais une seule valise de prête, que Camille avait discrètement déposée plus tôt dans la journée. Elle ne contenait que l'essentiel, des vêtements, des articles de toilette, les échographies de notre bébé et le carton à dessin verrouillé contenant la collection complète de sa trahison. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant de la chambre. Je n'ai pas regardé en arrière en descendant les escaliers. En passant devant le salon où il était toujours assis. Un homme brisé sur une scène brisée. J'ai franchi la porte d'entrée et je l'ai refermée doucement derrière moi. Le déclic du loquet fut le son le plus silencieux et le plus définitif que j'ai jamais entendu. C'était le son de la fin de mon ancienne vie. Les conséquences furent rapides et brutales. Exactement comme Maître Dubois l'avait prédit. Dès le lundi suivant, Romain fut convoqué à une réunion avec Monsieur Bernard. Elle fut courte. On lui donna 2 options, démissionner immédiatement, en invoquant des raisons personnelles, ou être licencié pour faute grave. Une mesure qui entacherait de façon permanente sa licence d'avocat. Il choisit de démissionner. Le statut d'associé pour lequel il avait sacrifié son mariage s'évanouit comme de la fumée. La nouvelle de son départ soudain se propagea dans notre petite communauté. Les rumeurs commencèrent à circuler, alimentées par les chuchotements qui devaient émaner des Bernard et de Monsieur Lambert. Les gens savaient que quelque chose s'était passé à ce dîner. Ils ne connaissaient pas les détails, mais l'image de Romain, le Golden Boy, le brillant jeune avocat, commença à s'effriter. Chloé Vance démissionna une semaine plus tard. Je ne sais pas si elle a subi des pressions ou si elle est partie de son propre chef. Son nom disparut de l'annuaire de l'entreprise. Sa propre carrière?
que Romain avait si négligemment mêlée à la sienne, fut irrémédiablement endommagée. Je ressentis un pincement de quelque chose, pas de la culpabilité, mais une reconnaissance sombre des dommages collatéraux. Elle était une victime de ses mensonges, tout comme je l'avais été. Notre divorce se fit sans contestation. Avec la montagne de preuves que je possédais, l'avocat de Romain lui avait conseillé de ne même pas tenter de se battre. Il signa les papiers sans un mot. Le divorce fut prononcé pour adultère, un détail qui devint public. J'obtins la garde principale de notre enfant à naître. Il obtint un droit de visite limité et supervisé, conditionné à son comportement. J'ai aussi obtenu la maison, la scène même de sa chute et une part importante de nos biens communs, ainsi qu'une pension alimentaire substantielle. Maître Dubois avait été brillante. Elle avait assuré l'avenir de mon enfant. Romain se retrouva avec une fraction de ce qu'il avait autrefois. Sa réputation était en lambeaux. Ses perspectives de carrière sombres. Les amis qui lui tapaient autrefois dans le dos en admirant son succès traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Ses parents, mortifiés par le scandale public, étaient une source d'appels téléphoniques tendus et déçus plutôt que de réconfort. Il avait perdu tout ce à quoi il tenait. Tout cela parce qu'il n'avait pas su apprécier la seule chose qui aurait dû compter le plus. Quelques semaines après la finalisation du divorce, Camille m'aida à commencer le processus de purification de la maison. Nous avons démonté l'exposition. Nous avons emballé les photos encadrées, les reçus, le bracelet, tout dans le carton à dessin. Je l'ai rangé dans le grenier, non pas comme une source de douleur, mais comme une archive historique. Un rappel de l'histoire à laquelle j'avais survécu. Ensemble, Camille et moi avons emballé toutes les affaires de Romain. Ses costumes coûteux, ses livres de droit, sa collection de whisky. Nous avons mis en boîte 7 ans de sa vie et avons empilé les cartons proprement dans le garage pour qu'il les récupère. En travaillant, nous avons trouvé un petit album photo oublié, rangé dans son placard. Il datait de notre première année de mariage. Nous étions si jeunes. Nos visages illuminés d'un espoir si féroce qu'il était presque douloureux à regarder. Camille fit une pause. Une photo encadrée de nous riant pendant notre lune de miel à la main. « Est-ce qu'il te manque parfois ?» demanda-t-elle doucement. L'homme qu'il était à l'époque ? J'ai regardé la photo. La jeune fille souriante et heureuse que j'étais. J'y ai réfléchi un instant, cherchant dans mon cœur toute trace persistante de cet ancien amour. L'homme que je pensais qu'il était me manque, dis-je finalement. Mais cet homme n'a jamais vraiment existé. C'était juste une histoire que je me racontais. Et j'en ai fini avec la fiction. Je suis prête pour la vérité. Nous avons fermé le carton et l'avons scellé avec du ruban adhésif. Nous n'emballions pas seulement ses affaires. Nous emballions mon passé. La maison semblait plus légère, plus propre, l'air plus clair. Ce n'était plus une galerie de mensonges. Elle redevenait un foyer. Mon foyer. Et elle attendait son nouvel et plus important résident. 2 mois plus tard, par une fraîche matinée de janvier, j'ai donné naissance à une magnifique petite fille en pleine santé. Je l'ai appelée Clara. Ce qui signifie claire, brillante, célèbre. Je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois. Son petit corps chaud contre ma poitrine. Et j'ai regardé ses traits parfaits et miniatures. Les larmes coulaient sur mon visage non pas de chagrin ou de douleur, mais d'un amour profond et bouleversant. Le monde, qui avait été si sombre et compliqué, me parut soudain simple et lumineux à nouveau. Tout était pour elle. Bonjour, ma petite, murmurai-je, la voix étranglée par l'émotion. Ce n'est que toi et moi. Et tout ira bien pour nous.
Ramener Clara à la maison fut le véritable début de ma nouvelle vie. La maison, autrefois lieu de tant de douleur, se transforma. Le silence n'était plus vide. Il était rempli des doux gazouillis d'un nouveau-né, du rythme doux de la chaise à bascule dans la nurserie, du bourdonnement silencieux d'un babyphone. Le salon, où la vie de Romain avait implosé, devint l'endroit où Clara et moi nous allongions sur une couverture douce par terre, le soleil d'hiver entrant à flot par les grandes fenêtres, tandis que je lui montrais les formes des grains de poussière dansant dans la lumière. La vie prit un nouveau rythme, dicté par les heures de repas et de sieste et les tâches simples et rassurantes de la maternité. Camille était une présence constante, une fée marraine qui arrivait avec du café, des lasagnes et l'offre de tenir Clara pour que je puisse prendre une longue douche chaude. Mes parents, qui avaient été horrifiés par la trahison de Romain, nous enveloppèrent dans une bulle d'amour et de soutien féroce et protectrice. Mon monde s'était rétréci. Mais il était aussi devenu infiniment plus riche. Je n'étais pas seule. Quand Clara eut 4 mois, j'ai vendu la maison. Elle avait rempli son office. Mais elle abritait trop de fantômes. J'ai acheté une maison plus petite et plus douillette dans un quartier calme et arboré plus près de la ville. Elle avait un petit jardin à l'arrière, parfait pour une balançoire un jour, et une pièce lumineuse et aérée que j'ai immédiatement revendiquée comme mon nouveau bureau et atelier d'art. Emballer les derniers cartons de l'ancienne maison, c'était comme fermer le dernier chapitre d'un livre long et difficile. J'étais enfin vraiment libre. J'ai recommencé à travailler, à temps partiel au début. J'ai accepté un projet en freelance pour une nouvelle galerie d'art contemporain du centre-ville. Mon premier projet fut de monter une petite exposition intime pour des artistes féminines émergentes. Le thème était « Résilience ». J'y ai mis tout mon cœur, retrouvant un sens renouvelé à mon travail et une passion. Je ne racontais plus seulement les histoires des autres. J'avais l'impression de les aider à raconter la mienne. L'exposition a ouvert par une douce soirée de printemps. La galerie bourdonnait d'énergie, remplie d'artistes, de mécènes et d'amis. J'ai traversé l'espace, Clara dormant profondément dans un porte-bébé contre ma poitrine, et j'ai ressenti un sentiment de paix et d'accomplissement plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. Camille m'a trouvé devant une peinture puissante d'une jeune artiste. Elle représentait un vase en porcelaine brisée qui avait été méticuleusement reconstitué avec des jointures en or. Un hommage à l'art japonais du kintsugi, où les objets cassés sont rendus plus beaux pour avoir été brisés. C'est beau, n'est-ce pas? Dis-je. Ma main posée sur le dos de Clara. C'est toi, Léa, dit Camille, les yeux brillants. Tu as pris tous les morceaux brisés, et tu as créé quelque chose d'encore plus fort. Je l'ai revu une dernière fois, environ 1 an après notre divorce. Je poussais Clara en poussette dans le parc. Le même parc où je l'avais autrefois photographiée avec Chloé. C'était un samedi après-midi. Et l'air était rempli des rires des enfants. Il était assis seul sur un banc, regardant l'étang au canard. Il avait l'air plus petit. Les costumes sur mesure avaient disparu, remplacés par un jean et un pull usé. L'énergie confiante et ambitieuse qui émanait autrefois de lui avait disparu, remplacée par une tristesse calme et lasse. Il m'a vu. Et pendant un instant, ses yeux se sont illuminés d'une lueur de quelque chose. L'espoir? Peut-être. Il a commencé à se lever, comme pour s'approcher. Je n'ai pas ralenti. J'ai croisé son regard pendant une brève seconde fugace. Je lui ai fait un petit signe de tête neutre, non pas de pardon, mais de reconnaissance. La reconnaissance qu'il faisait partie de mon histoire. Un chapitre maintenant fermement clos. Puis j'ai reporté mon attention sur ma fille, qui babillait joyeusement à un chien qui passait. Et j'ai continué à marcher.
Je n'ai pas regardé en arrière. Il était un fantôme d'une vie passée. Une photographie en noir et blanc dans une histoire qui se racontait maintenant en couleurs vives et éclatantes. Ce soir-là, assise dans la chaise à bascule de la chambre de Clara, je fredonnais une douce berceuse alors qu'elle s'endormait. Le clair de lune entrait par la fenêtre, jetant une lueur argentée sur son visage. Mon cœur était plein. Non pas malgré les fissures qu'il avait subies, mais à cause d'elle. J'avais appris que la force, ce n'est pas de ne jamais se briser. C'est la manière dont on se reconstruit. J'avais orchestré ma vengeance. Oui. Mais plus important encore, j'avais orchestré ma propre vie. J'avais pris les artefacts les plus laids et les plus douloureux de mon passé et je les avais utilisés pour construire un avenir meilleur. Un avenir honnête, lumineux et entièrement mien. Et en regardant ma fille endormie, mon magnifique chef-d'œuvre, je savais que c'était la seule exposition qui comptait vraiment.